À partir de sa clinique auprès d'adultes névrosés, Sigmund Freud identifie 3 voies menant vers la féminité. Ces 3 voies s'articulent autour du complexe de castration et de l'envie de pénis, Penisneid en allemand, et déterminent la façon dont la femme s'inscrit dans le monde. Les 2 premières voies sont le renoncement à la satisfaction sexuelle et le complexe de masculinité, dans lesquels la femme, dans sa rencontre avec la castration, reste attachée à la masculinité. La 3e voie, que nous allons découvrir au travers du cas de Madame N, est la forme féminine du complexe d'Oedipe. En 1908, dans des théories sexuelles infantiles, Freud met en évidence le désir de savoir sexuel de l'enfant qui élabore des théories pour expliquer d'où viennent les enfants. Face à l'ignorance du vagin, l'une de ces théories est que tous les êtres humains, y compris de sexe féminin, disposent d'un pénis. Cette théorie entraîne, lorsque l'enfant est confronté à la différence des sexes, un complexe de castration, c'est-à-dire une peur de perdre le pénis chez le garçon et le souhait d'en avoir un chez la fille. En 1917, dans le tabou de la virginité, Freud évoque la rancœur hostile de la femme à l'égard de l'homme liée à cette envie de pénis. Rancœur qui se manifeste dans les premiers temps à l'égard de son frère si elle en a un, ou d'un compagnon de jeu. Toujours en 1917, dans des transpositions pulsionnelles, en particulier celle de l'érotisme anal, Freud nous apprend que le souhait infantile visant le pénis se transforme chez la femme en souhait visant l'homme en tant que porteur d'un pénis. De plus, dans l'inconscient, le souhait visant le pénis et le souhait visant l'enfant apparaissent équivalents et se remplacent symboliquement l'un l'autre. Ainsi, la libido de la fille, investissant d'abord la mère, se tourne ensuite vers le père, car c'est lui qui porte le pénis qu'elle souhaite. La fille, à partir d'un équivalent symbolique, désire alors un enfant de son père, à la place du pénis qui lui manque. C'est l'entrée dans le complexe d'Oedipe. Freud dit aussi que ce désir d'avoir un enfant intervient comme une tentative de dédommagement pour avoir renoncé au pénis. Ces souhaits sexuels issus de l'enfance persistent et influencent la vie adulte. Ainsi, je cite Freud, « L'homme époux n'est pour ainsi dire jamais qu'un homme substitut. Ce n'est jamais le bon. C'est à un autre, dans les cas typiques, le père, que revient la première mise sur la capacité d'amour de la femme. À l'époux, tout au plus, la seconde mise. » En 1925, dans Conséquences psychiques de la différence des sexes, Freud indique que la mère est tenue pour responsable par la fille de son manque de pénis, en ceci que c'est elle qui l'a mise au monde. Une haine se développe alors à son égard, et c'est ainsi qu'elle se tourne vers le père pour le prendre comme nouvel objet d'amour. Plus tard, cette envie de pénis continue d'agir dans la vie psychique de la femme, mais de façon déviée, sous la forme entre autres d'une jalousie. De surcroît, Freud dit, en tout cas dans ce texte, que la femme ne dépasse son complexe d'Oedipe que tardivement, car il n'existerait pas pour elle de motif pour sa ruine, tel que l'angoisse de castration chez le garçon. Mais il précise dans un autre texte plus tard que c'est l'angoisse devant la perte d'amour, intervenant comme un prolongement de la détresse du nourrisson face à l'absence de sa mère, qui mène chez la femme au refoulement du complexe d'Oedipe. En 1932, dans la 33e leçon portant sur la féminité de la nouvelle suite des leçons d'introduction à la psychanalyse, Freud revient sur la liaison pré-oedipienne de la fille à sa mère. Liaison marquée par l'ambivalence entre des désirs tendres et hostiles. C'est ce rapport ambivalent qui est par la suite transféré sur le père lorsqu'elle se tourne vers lui et entre, poussée par son envie de pénis, dans le complexe d'Oedipe. Cette voie oedipienne que l'être choisit d'emprunter impacte la vie amoureuse ultérieure, comme en témoigne le mariage de Madame N, marqué par son ambivalence primaire de sentiments. Freud indique dans ce sens l'époux
qui avait d'abord hérité du père, recueille aussi avec le temps l'héritage maternel. Il peut ainsi facilement arriver que la seconde moitié de la vie d'une femme soit remplie par le combat contre son mari, comme la première, plus courte, l'a été par la révolte contre sa mère. L'identification à la mère chez la femme permet de reconnaître deux strates. La préoedipienne, qui repose sur la liaison tendre à la mère et la prend pour modèle, et celle, plus tardive, issue du complexe d'Œdipe, qui veut éliminer la mère et la remplacer auprès du père. De toutes deux, il reste beaucoup pour l'avenir. On est assurément en droit de dire qu'aucune n'est surmontée dans une mesure suffisante au cours du développement. Fin de citation. Jacques Lacan apporte une dimension symbolique à l'envie de pénis découverte par Freud en l'articulant au rapport de l'être au grand autre, comme lieu de la parole. Le phallus, chez Lacan, devient un signifiant à partir duquel la différence des sexes se construit. C'est le passage d'une dialectique de l'être ou ne pas être le phallus à une dialectique de l'avoir qui donne au phallus sa fonction signifiante. Le phallus imaginaire désignant le rapport de l'être à son complexe de castration et le phallus symbolique représentant le manque. C'est lors de ces séminaires s'échelonnant entre 1956 et 1959 que nous voyons apparaître et se constituer chez Lacan cette question du phallus. D'abord, dans son séminaire portant sur la relation d'objet, Lacan, à partir de sa compréhension de l'œuvre freudienne, indique que l'être humain, dans ses relations d'objet, est à la recherche d'un objet perdu, d'un objet à retrouver. Il s'agit de l'objet des premières satisfactions de l'enfant et du premier sevrage, à savoir le sein maternel, qu'il appellera plus tard l'objet petit a. Au fur et à mesure de ce séminaire, Lacan fait évoluer un tableau représentant les trois formes du manque, la privation, la frustration et la castration. La privation désigne un manque réel, un trou, étant donné que c'est le père imaginaire qui dispose du phallus symbolique. La frustration relève du registre imaginaire. L'enfant désire sans retenue et revendique le sein maternel, mais cet objet peut être présent ou absent, ce qui fait de la mère un agent symbolique. La castration est en rapport avec la loi, l'interdit de l'inceste, l'Œdipe et la dette symbolique. Lacan propose une triade préoedipienne, mère-enfant-phallus, à partir de laquelle il explique que pour la mère, son enfant est au-delà de l'enfant lui-même. Il représente le phallus. L'enfant se positionne d'ailleurs comme tel pour satisfaire le désir de sa mère. Deux choses vont compter pour que l'enfant entre d'abord et dépasse ensuite sonŒdipe. La première chose, la mère toute puissante doit pouvoir devenir manquante. Et le père doit pouvoir exercer sa fonction castratrice. Le complexe d'Œdipe permet ainsi le passage d'une dialectique imaginaire inscrite dans le jeu entre la mère et l'enfant autour du phallus vers une dialectique symbolique à partir du jeu de la castration qui s'établit dans la relation au père. Je vous remercie.